Nous suivons l'affaire Monique et Spencer Tape. Les résultats d'autopsie du couple viennent d'être publiés. Michel Mucky, ex-mari de Monique Tape et chirurgien vasculaire, est en garde à vue, accusé d'avoir tué le couple la nuit. Ce que révèle l'autopsie sur le nombre de coups de feu tirés, alors que les enfants du couple se trouvaient à proximité. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Christophe Stewart. Salut à tous. Avant de commencer cet épisode de Sur l'affaire, l'une des émissions YouTube les plus vues, parlons de notre sponsor. Morgan, principal cabinet d'avocats américain en préjudice corporel. Ce cabinet compte plus de 1000 avocats ayant obtenu des milliards pour plus de 500 000 clients. Rien que ces derniers mois, un client en Floride a reçu 12 millions de dollars alors que l'assurance n'offrait que 350 000. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions, soit 40 fois l'offre de l'assureur. Morgan & Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez déposer une réclamation sur votre téléphone, même en cas de blessure, via forthepeople.com/OTC. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran. Nous venons de recevoir les rapports d'autopsie de Spencer et Monique TP. Spencer TP, dentiste, ne s'est pas présenté au travail le matin du 30 décembre dans l'Ohio. Ses collègues disant qu'il était très fiable, il aimait son travail, donc quand il ne s'est pas présenté, c'était très inquiétant. Et ses amis et collègues disent aussi qu'ils n'ont pas pu joindre Monique TP, la femme de Spencer. Elle était mère au foyer pour leurs 2 enfants de 4 ans et 1 an. C'est juste après 10 heures du matin, le 30 décembre, qu'un ami est entré dans la maison de Spencer et Monique, et ils ont fait une terrible découverte. Ils disent avoir trouvé le corps de Spencer. Les TP ont été retrouvés morts par balle à l'étage, leurs enfants présents mais indemnes. Les autopsies montrent que Spencer et Monique ont été abattus à plusieurs reprises. Selon son autopsie, Spencer a été touché par balle à 7 reprises et celle de Monique indique qu'elle a été touchée à 9 reprises. Il y a des détails dans ces rapports qui pourraient jouer un rôle important dans la suite de cette affaire. Je vais y venir dans un instant. Mais je veux aussi parler de la situation actuelle de l'homme que la police considère comme responsable de ce crime terrible. Il s'appelle Dr. Michael Mackey. Il a 39 ans et il est actuellement détenu à la prison du comté de Franklin, dans l'Ohio. Voici la vidéo de son arrivée à la prison dans l'Ohio. La vidéo d'admission le montre calmement suivre les instructions des agents en échangeant ses bottes contre des sandales. Après son extradition de l'Illinois, où il exerçait comme chirurgien vasculaire, il a renoncé à l'extradition et a été ramené dans l'Ohio pour y faire face aux accusations. Actuellement, Mackey fait face à 5 chefs d'accusation. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations, 4 pour meurtre aggravé et 1 pour cambriolage aggravé. Il y a également une mention dans ses chefs d'accusation selon laquelle il aurait utilisé une sorte de silencieux lorsqu'il a tiré et tué Monique et Spencer TP, selon la police. On ignore encore comment Michael Mackey serait entré chez les TP la nuit du meurtre. Au milieu de la nuit, dans les premières heures du matin du 30 décembre, la police a déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Mais ils n'ont pas donné beaucoup plus de détails à ce sujet. C'est maintenant que Moki entre dans cette histoire. Son lien avec les TP passe par Monique TP. Il était marié à Monique TP. C'était un mariage très bref et cela fait environ une dizaine d'années qu'ils ont divorcé. On a l'impression, à certains égards, que cela pourrait appartenir à l'histoire ancienne. Selon la police, ce n'était pas le cas. Le mariage de Michael Mucky avec Monique Saboterski a été rapide. Il a duré de 2015 à 2017. C'est à ce moment-là que Monique a demandé le divorce, et en 2017, lorsqu'elle a déposé la demande, elle était déjà séparée physiquement de Michael Mucky depuis plus de 6 mois, selon les documents judiciaires que nous avons consultés. Mackey vivait en Virginie. Il y faisait sa résidence pour devenir chirurgien. Monique a vécu avec lui un moment, puis est retournée près de Columbus, Ohio, chez sa famille, où elle a fait la demande. Le divorce issu de ce mariage semblait, du moins selon les documents et en apparence, s'être terminé de façon plutôt amicale. Ils ont gardé leur voiture, Mackey la maison à Roanoke, Virginie, où ils vivaient. Et le juge a accordé le divorce à Monique pour cause d'incompatibilité. C'est tout. Ce divorce a été finalisé 1 mois et demi après que Monique l'a demandé en 2017. Mais ce mariage, ce divorce, ce sont les raisons pour lesquelles la police pense que Michael Mackey aurait tué les Tape. Le mobile précis. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi la veille du Nouvel An? Pourquoi en pleine nuit? Pourquoi faire cela?
Cela n'a pas encore été révélé par la police, mais la police de l'Ohio a qualifié cet acte de violence domestique. Nous savons désormais que Maki aurait suivi les TP avant le 30 décembre, un fait glaçant révélé la semaine dernière. Revenons au 6 décembre. Monique et Spencer TP. Ils étaient à Indianapolis car leur alma mater, Ohio State, disputait la finale du Big Ten contre Indiana. Ils assistent donc au match. La police indique que le docteur Michael Mackey vit à Chicago et travaille à Rockford, dans l'Illinois. Mais cette nuit-là, la police affirme qu'il était à Columbus et ils allèguent que Michael Mackey se trouvait au domicile de Spencer et Monique Tepi. La police indique désormais qu'elle possède une vidéo de Mackey du 6 décembre, plus de 2 semaines avant qu'il ait prétendument tué les Tepi. Ils disent qu'il était dans le cartilage de la maison des Tépis, la zone autour de la maison, et qu'ils ont une vidéo le montrant quittant la propriété. Quelques heures plus tard. Maintenant, le document indique également qu'au match du championnat Big Ten, des amis ont dit à la police que Monique avait quitté ce match en seconde mi-temps et qu'elle était retournée à l'hôtel où elle et Spencer séjournaient. Des amis ont déclaré à la police que Spencer leur avait dit que Monique avait quitté le match, contrarié par quelque chose lié à son ex-mari. La police ne s'est pour l'instant pas exprimée davantage sur cette histoire. On ne sait pas ce qui concernait Michael Mackey ce soir-là qui l'a contrarié au point qu'elle quitte le match en seconde mi-temps. On ne sait pas non plus ce que la police pense que Michael Mackey faisait chez les TP en leur absence. J'avais dit que le mariage entre Michael Mackey et Monique semblait amical. Mais selon un nouvel affidavit, les détectives de l'homicide affirment le contraire. Des personnes interrogées au début de l'enquête ont indiqué à la police que Michael Mackey devait absolument être examiné pour ces meurtres. Les proches de Monique ont déclaré aux enquêteurs que Michael Mackey avait été violent et menaçant envers elle, même après leur mariage. Cette citation fait froid dans le dos. Un témoin identifiable a déclaré aux détectives que Monique TP avait partagé une accusation contre Michael Mackey concernant des rapports sexuels forcés et non désirés, ainsi que des actes de strangulation. Et cela continue en disant: un autre témoin identifiable a déclaré aux détectives que Michael D. Mackey avait dit à Monique qu'il pouvait la tuer à tout moment, et qu'il la retrouverait, qu'il achèterait la maison juste à côté de la sienne, et qu'elle serait toujours sa femme. C'est glaçant, c'est aussi glaçant de lire les rapports d'autopsie de Spencer et de Monique TP. Spencer TP a été touché par balle à 7 reprises. Il avait des blessures à la tête, au cou, au tronc et aux extrémités, selon le médecin légiste adjoint. Le rapport ajoute que Spencer portait un short et son alliance. C'est un document de 6 pages, il détaille l'endroit où chaque balle est entrée dans le corps de Spencer. Et je sais que cela peut être difficile à lire et difficile à entendre. Mais c'est une preuve importante lorsqu'il s'agit de constituer le dossier selon lequel Michael Mackey aurait fait cela. Selon cette autopsie, une balle est entrée dans Spencer du côté gauche, près de son oreille, une autre du côté gauche de son cou. 2 balles ont touché le côté gauche de sa poitrine. Une son haut du dos, puis une sa main. Revenons maintenant au début de l'enquête. Avant l'arrestation de Michael Mackey, WSYX-TV et Columbus annonçaient avoir récupéré plusieurs douilles dans la maison des TP. L'autopsie de Monique révèle qu'elle a été touchée par 9 balles. Monique a été blessée à la tête, une balle étant entrée par sa joue. Elle a également reçu 3 balles dans la poitrine. Elle a aussi été touchée à l'estomac, à la main, à l'avant-bras et 2 fois au biceps. La police indique également avoir retrouvé 2 balles sur les lieux, et celles-ci pourraient constituer des éléments de preuve cruciaux dans cette affaire. Les heures de décès de Spencer et Monique sont indiquées à 10h11 du matin le 30 décembre, ce qui correspond bien à l'heure de la journée où. Selon la police, l'ami est entré après avoir appelé le 911 et a fait cette terrible découverte. Il y a un corps. Il y a un corps. Il y a un corps à l'intérieur. Oui. D'accord, attends une seconde. Je te mets en ligne avec le médecin. Reste en ligne. Maintenant, en ce qui concerne la recherche de Michael Mackey, au-delà du fait qu'il a eu ce mariage raté avec Monique. TP et la police dit que la personne d'intérêt, la vidéo qu'ils ont diffusée avant son arrestation, dans les jours qui ont suivi le meurtre des TP. Un homme en sombre marche d'une façon unique derrière la maison de Spencer et Monique. Ils affirment que c'est Michael Mackey
et expliqueront pourquoi. Ils affirment avoir suivi un véhicule lié à Michael Mackey, dans lequel la personne d'intérêt est ensuite montée. La police indique que le véhicule est arrivé peu avant le meurtre des Tepis, survenu entre 2 et 5 heures du matin le 30, puis qu'il est reparti peu après. La police indique que le véhicule avait des caractéristiques distinctives et que des plaques volées dans l'Ohio et en Arizona ont été identifiées dessus à différents moments. Il semble que la police ait pu suivre ce véhicule lors du trajet, prétendument de l'Illinois à l'Ohio, puis retour en Illinois. La police précise que le véhicule était lié à l'adresse professionnelle de Michael Mackey, un hôpital à Rockford, Illinois, à 1h30 à l'ouest de Chicago et à une ancienne adresse de Moki. Nous savons maintenant que Moki a vécu à Las Vegas pendant un certain temps, travaillant pour un groupe de chirurgie, et c'est là que, lorsque l'on regarde son parcours, il avait étudié pendant 15 ans pour devenir chirurgien. C'était une carrière très admirable où il semblait exceller. Ensuite, on découvre le procès pour faute professionnelle à Las Vegas, où Moki est accusé d'avoir mal formé un employé. Partie louche. Plusieurs entreprises ont tenté de lui remettre des documents officiels, mais elles n'ont jamais réussi à le trouver. Le groupe chirurgical pour lequel il travaillait a même affirmé que Maki, un chirurgien vasculaire, l'une des personnes les plus importantes de ce cabinet, avait tout simplement disparu. L'avocat a déclaré à WSX et Columbus que Maki avait fourni une fausse adresse professionnelle alors qu'il travaillait pour un hôpital à Rockford, Illinois. Il s'appelle OSF Saint-Anthony's. Cette nuit-là, le 6 décembre, lors du championnat Big Dix, la police affirme que Moki n'était pas censé travailler. La police précise aussi que le 9 janvier correspond au jour de l'arrestation de Maki. Ils ont saisi son SUV argenté sur le parking de l'hôpital à Rockford, affirmant que la voiture de Maki portait une plaque temporaire d'Arizona avant les meurtres. Mais écoutez bien cette citation. Les détectives ont remarqué des marques de grattage récentes sur la vitre où l'autocollant, qui se trouvait sur le véhicule avant les homicides, avait été retiré à la hâte. Et il y a aussi ceci, selon la police. Pendant la période des homicides des TP, le 30 décembre, le téléphone de Maki avait été laissé à son travail et n'a montré aucune activité pendant 17 heures. Nous n'avons pas encore entendu la version de Michael Maki concernant cette histoire, du moins pour savoir pourquoi. Plus précisément, cette preuve que la police met en avant, à savoir que le téléphone n'a pas bougé pendant 17 heures, nous n'avons pas entendu d'explication, s'il y en a une, à ce sujet. Après son arrestation, la police a fouillé l'appartement de Maki à Chicago et affirme y avoir trouvé plusieurs armes, dont une liée à la scène du crime. Et malgré tout ce que nous apprenons dans l'affidavit et ce rapport d'autopsie, il n'est pas clair comment Maki serait entré dans la maison des TP la nuit de leur meurtre. La police a indiqué qu'aucune effraction n'a été constatée. Voici une vidéo montrant Maki entrant à nouveau dans la prison du comté de Franklin après avoir renoncé à l'extradition depuis l'Illinois. Il avance calmement, menotté dans la prison, portant des vêtements civils et changeant de chaussures pour des claquettes. Il ne montre aucune émotion et obéit aux forces de l'ordre. Maki est détenu sans caution dans cette prison après sa comparution dans l'Ohio. Son avocate n'a pas abordé la caution, mais a indiqué que cela pourrait être fait plus tard. On ignore aussi quand Maki doit revenir au tribunal. Nous accueillons l'ancien commandant détective de la police de Chicago, Will Svelar, pour discuter de l'affaire. Merci d'être avec nous. L'autopsie de Spencer TP vient d'être publiée. Dès le début, les reportages locaux indiquaient qu'il avait été touché par balle à plusieurs reprises. Quelle est votre réaction en apprenant qu'il a reçu 7 balles selon l'autopsie? Eh bien, on dirait qu'il a été, on peut appeler ça un excès de violence si vous voulez, mais on dirait qu'il l'a juste attrapé, là où il l'a attrapé. Il a commencé à appuyer sur la gâchette. Toutes les blessures sont à gauche, donc je pense qu'il était couché à droite du lit et a commencé à tirer. Au moment de l'enregistrement, nous n'avons pas l'autopsie de Monique Tepi, mais si elle révèle qu'elle a reçu moins de balles que Spencer Tepi. Cette preuve peut-elle être utilisée lors des poursuites, Michael Moki, pour dire que s'il a prétendument fait cela, il y avait clairement quelque chose, peut-être lié au mariage, peut-être lié au fait que cet homme avait épousé son ex-femme. Peut-on interpréter cela simplement en se basant sur le nombre de fois où quelqu'un a été abattu? Une dette reste une dette, un meurtre reste un meurtre, peu importe si c'est la première ou la dernière balle qui tue, ça ne change rien aux charges ni à la poursuite, une dette reste une dette. Quand tu regardes, tu sais, et je sais. Au début, on avait parlé des douilles qui auraient été retrouvées sur les lieux. Et pour ceux d'entre nous qui ne sont pas experts en balistique et sur la façon dont on suit ces choses-là,
Comment une douille si tu la ramasses par terre? Il aurait été touché par balle 7 fois. Monique TP a aussi été touché plusieurs fois. Il a tiré de nombreuses balles dans la chambre, apparemment avec un silencieux. Que conclure si c'est bien une preuve détenue par les forces de l'ordre? Les douilles sont uniques à chaque arme, comme des empreintes digitales, car cette singularité apparaît lors de la percussion à l'arrière de la cartouche. C'est comme une certaine indentation que cela crée dans l'amorce. L'éjecteur, en éjectant la douille tirée et en introduisant la nouvelle, laisse une marque unique sur le côté de la douille, comparable à une empreinte digitale propre à chaque arme. J'avais lu que c'était un 9 mm. Les douilles retrouvées étaient de ce calibre. Il a tiré 7 coups, au moins sur Spencer TP, et ensuite, vraisemblablement, il a tiré encore plus. Je veux dire, combien de cartouches ce pistolet peut-il contenir? Est-ce qu'il aurait vidé, vous savez, tiré toutes les cartouches qu'il avait soi-disant dans cette chambre? Ça dépend de l'arme, mais j'ignore laquelle elle a été trouvée. En général, la plupart des pistolets 9 mm à double colonne ont 15 balles dans le chargeur et une dans la chambre selon l'arme. Et quand on regarde maintenant, en prenant un peu de recul sur cette affaire et sur ce qui est sorti ces dernières semaines, et on commence à avoir un peu plus d'informations sur Michael McKee et sur tout contact qu'il aurait pu avoir avec le couple. Et si on revient au 6 décembre, c'était le championnat Big Ten. Les TP étaient diplômés de l'Ohio State, donc ils vont au match, ils jouent un contre Indiana, et c'était stupéfiant quand on lit ça. La police dit avoir des vidéos prouvant que Michael McKee était chez eux à Columbus, Ohio. Dans la cour, un terme très utilisé actuellement désigne la zone autour de la maison. Il y a d'y rester plusieurs heures. Nous couvrons cette affaire depuis le début, même avant l'arrestation de Michael McKee. Quelle est votre réaction? Il donnait cette impression. Il surveillait la famille, ce qui explique sa facilité à entrer et sortir de la maison. Qui sait depuis combien de temps il faisait ça chez nous? Il le faisait probablement depuis le 6 décembre. Il la surveillait. D'après les informations publiées par la police, il savait sûrement qui il cherchait dès le départ. Eh bien, et c'est ça aussi la partie intéressante, parce que c'était une chasse à l'homme, si on veut l'appeler comme ça. Il s'est écoulé environ 10 jours avant que McKee ne soit arrêté, le 9 janvier, donc plus de 10 jours avant qu'il ne soit arrêté dans l'Illinois. Et je me souviens, tu sais, on avait parlé du fait que la police devait, tu sais, il semblait qu'ils avaient peut-être quelque chose, mais ils gardaient tout secret, sous silence. Maintenant, quand tu vois une enquête avec des amis des Tépis dès le début, en affirmant que Michael McKee mérite enquête et connaissant certaines preuves recueillies, pourquoi attendre si longtemps? Tu sais ce qui se passe pendant ces 11 jours, ils essaient de construire leur dossier. Quand tu sais, à un certain moment, il semble, assez tôt, ils avaient une bonne idée qu'il était quelqu'un qu'ils devaient examiner. Je suis sûr qu'ils s'y intéressèrent depuis le début. Il faut un moment pour traiter les preuves, il faut un moment pour essayer de retracer ses pas. Tu dis qu'il était là le 9 décembre, comment prouver sa présence la nuit du meurtre? Donc il fallait passer en revue toutes les vidéos de surveillance, il fallait examiner probablement ses relevés téléphoniques, ses relevés de carte bancaire, tout ce qui pouvait l'indiquer. Il a voyagé de l'Illinois vers l'Ohio. En ce qui concerne l'arme du crime, la police a déclaré lors d'une conférence de presse qu'ils avaient un lien préliminaire avec la scène du crime grâce à une arme retrouvée dans son appartement à Chicago. Je sais que certains avocats diront que la balistique est une science contestable. Quel lien préliminaire permettrait de prouver qu'une arme à feu retrouvée sur place était celle du crime? Donc c'est vraiment simple. Pour tester des armes, vous allez effectuer un tir d'essai avec l'arme que vous avez récupérée, vous allez récupérer la douille et vous allez récupérer la balle tirée depuis l'arme testée ou depuis cette arme. Ensuite, comparez-les aux douilles ou projectiles trouvés sur la scène ou sur les victimes lors de l'autopsie. Cette méthode scientifique fonctionne si les projectiles sont en bon état. C'est l'arrière du projectile qui est examiné, pas l'avant. Il peut donc être aplati, mais là où le projectile quitte la douille, il laisse des traces de rayures et cela peut être relié à l'arme. Donc, en préliminaire, il s'agit probablement juste d'attendre une vérification. On compare le projectile et les douilles, ce qui n'est pas le cas ici. Cette science est fiable. Une autre partie de l'histoire, il semble que ce soit vraiment un élément clé qui relie Michael McKee à cette affaire. Il s'agit du véhicule qu'il aurait conduit la nuit où il a tué les Tépis. Parce que c'est un véhicule où, d'après ce que la police a dit, il aurait eu des plaques volées, une de l'Ohio, une de l'Arizona. Nous ne pensons pas qu'il ait jamais vécu en Arizona, du moins d'après ce que nous avons pu trouver. Ils affirment que lors de son arrestation, la plaque de l'Arizona présente avant les meurtres avait disparu. D'après eux,
Elle aurait été enlevée précipitamment. Quelle est la qualité de la technologie si vous suivez un véhicule de l'Illinois à l'Ohio pour pouvoir savoir précisément ce qu'il y avait sur ce véhicule? Quels sont certains des éléments distinctifs qui vous permettent d'affirmer que c'est bien le véhicule qu'il conduisait? Évidemment, la plaque d'immatriculation est quelque chose que vous pouvez voir, mais je veux dire, à quel point cette technologie est-elle performante? Eh bien, cela dépend des caméras, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez, des caméras dans les relais routiers, des caméras dans une aire de repos, caméras dans les stations-service. Très bien, elles fonctionnent bien et permettent de suivre les mouvements. Peut-être que le véhicule a un pare-brise fissuré, peut-être que le véhicule a un autocollant distinctif sur le pare-choc ou quelque chose comme ça. Mais les caméras que nous avons aujourd'hui dans tous ces autres endroits, les caméras de surveillance, les caméras sur l'autoroute, les caméras sur le péage, elles sont toutes très bonnes. Je pense au téléphone portable de Michael Maki, ce qui est intéressant parce que si ce téléphone avait montré le 30 décembre qu'il était chez les TP, nous serions assis ici à dire que cela montre clairement que Michael Maki aurait commis ce crime. Dans ce cas, la police a indiqué dans les documents que son téléphone portable ne bouge pas pendant 17 heures. Un chirurgien peut parfois ne pas utiliser son téléphone en garde. Cela pourrait aussi signifier qu'il l'a abandonné, sachant que la police chercherait à le retrouver ce jour-là. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela vous inspire quand vous voyez quelqu'un dont le téléphone portable n'a aucune activité pendant une période aussi longue? Plus précisément, à un moment où un homme est accusé d'avoir tué 2 personnes. Ça fait maintenant partie du puzzle. Nous avons déjà parlé de ce genre de choses, où nous pouvons prouver que le téléphone portable de quelqu'un se trouve sur la scène d'un meurtre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas votre charge de la preuve. Votre charge de la preuve consiste à dire que cette personne était avec ce téléphone portable. Il a sûrement pensé, sans mon téléphone, ils ne pourront pas me tracer. Oui, nous pouvons localiser son téléphone à l'endroit où il était. 17 heures, pendant 17 heures loin du crime, cependant, nous pouvons aussi montrer qu'il y a eu d'autres déplacements pendant ces 17 heures. Le fait que son téléphone n'ait pas été localisé est un élément du dossier tout aussi valable comme preuve que s'il avait été sur place. Pour revenir brièvement sur ces coups de feu tirés, parce que nous avions appris encore une fois grâce aux médias locaux que les Tépis avaient tous les deux été touchés par balle à plusieurs reprises. Entendre 7 coups dans un espace restreint, c'est beaucoup. Il est accusé d'avoir utilisé un silencieux ou un dispositif pour réduire le bruit. Vous savez, c'était un endroit, quand on regarde la maison des TP, ce sont des maisons en rangée, ce n'est pas un appartement. Vous pouvez sans doute entendre votre voisin chez vous et j'ignore qui d'autre était présent dans ce quartier. Mais un silencieux est-il vraiment efficace? Je sais que ce n'est pas comme dans les films où le bruit est étouffé et inaudible. Mais un silencieux est-il vraiment efficace? Ou quelqu'un tire 7 fois sans que personne ne s'en aperçoive avant le lendemain? Ce n'est pas déraisonnable, surtout si vous êtes à l'intérieur d'une maison, porte fermée, dans une chambre, porte fermée. Ce n'est pas un dispositif de suppression rudimentaire, mais il étouffera assez le son pour qu'on ne l'entende pas hors des portes fermées. Il vivait dans l'Illinois où les lois sur les armes sont strictes et possédait plusieurs armes chez lui. Est-ce légal d'obtenir un silencieux en Illinois? Non, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en avoir un. Les lois sur les armes à feu en Illinois sont très strictes, malgré une forte criminalité liée aux armes à feu. Les lois ne concernent que ceux qui les respectent. Si on ne respecte pas la loi, elle ne vaut rien. On peut aussi se procurer un silencieux ou un dispositif pour rendre une arme automatique. Malheureusement, il y a certaines failles qui doivent être comblées. Eh bien, Et aussi, il semble qu'au moins depuis le 6, je veux dire, il était dans l'Ohio. Et puis, vous savez, on peut aller dans l'Indiana, qui, je sais, a probablement des lois sur les armes à feu plus souples. Je suppose que vous n'en auriez. Si vous vivez à Chicago, par exemple, et que vous travaillez à Rockford, dans l'Illinois, comment faites-vous pour retrouver quelqu'un? Vous savez, si la police cherche où il a acheté un silencieux, est-ce facile à savoir? non, très difficile. Le silencieux n'a sûrement pas de numéro de série, il pourrait être artisanal. Il y a des tutoriels sur Internet, sur YouTube, qui expliquent comment fabriquer un dispositif de suppression pour une arme. Je suppose qu'ils l'ont trouvé avec l'arme en la récupérant, mais il est difficile de savoir d'où cela vient. Et puis, quand il s'agit de Michael Mucky, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que ce gars va à l'école pendant 15 ans et oui, il y a ce divorce. On dirait qu'il est passé à autre chose et avait une carrière correcte devant lui. Je sais qu'il a été cité dans ce procès pour faute, mais maintenant il est accusé d'avoir tué 2 personnes, dont son ex-femme. Il a juste l'air, je sais que ce n'est pas juste d'interpréter le langage corporel, mais d'un côté, il semble très coopératif avec les forces de l'ordre et de l'autre,
Il a l'air complètement indifférent à tout ça. Il est resté calme au tribunal. La vidéo montre son admission en prison. Il écoute les instructions et avance. J'ignore ce qu'il ressent. Mais j'imagine que quand on a affaire à quelqu'un qui est maintenant accusé d'avoir tiré 7 fois sur quelqu'un, sur 2 personnes, et qu'il semble si indifférent. Je sais que vous avez enquêté sur des affaires difficiles. Alors, qu'en pensez-vous? Eh bien, il y a un terme pour ça. Je ne suis pas psychologue, mais on appelle ça un sociopathe. Vous savez, quelqu'un qui s'en fiche, qui n'est affecté par rien de ce qui provoquerait une émotion chez n'importe lequel d'entre nous. Vous savez, et encore une fois, je ne suis ni psychiatre ni psychologue, mais pour moi, il a tout d'un sociopathe. Quand vous enquêtez sur une affaire et que vous avez cette personne, ou comme je suis sûr que vous aimeriez qu'elle coopère. Mais en même temps, vous voyez ce manque d'émotion. Parce que j'imagine, enfin, tout le monde fait ça bien. Si c'était moi, et vous savez, je ne me retrouverais jamais dans cette situation. Mais vous savez, rien que d'être accusé de ça, votre vie est bouleversée. Votre vie est finie à bien des égards et vous pourriez aller en prison pour le reste de votre vie. En tant qu'enquêteur, comment interprétez-vous ces moments où l'on souhaite sa coopération mais où il ne montre aucune émotion? Je me fiche de ce qu'il fait. S'il refuse de témoigner, je monterai mon dossier sans lui. Apparemment, ils l'ont bien fait. Les déclarations, c'est utile. Les déclarations servent aussi à indiquer l'incapacité dans des requêtes, surtout face à quelqu'un sans émotion, contrairement à ce que ferait une personne raisonnable. Vous avez quelqu'un qui ne regrette pas d'avoir pris 2 vies. Cela pourrait servir pour une défense d'incompétence. Je me fiche de ses actes. Si nous montons un bon dossier contre lui et le menons au procès, C'est fascinant de repenser à ces jours qui paraissaient bien plus longs que 11 jours. Finalement, on dirait que la police avait quelque chose en cours tout ce temps, et ils construisent ce qui semble être un dossier solide. À ce stade, nous verrons comment cela va se dérouler. Commandant détective à la retraite du département de police de Chicago, Wills Villar. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. avec plaisir. C'est tout pour On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez désormais On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.